avoir en remboursement de dette, hein, le taux d'intérêt maximum de remboursement de dette, les États-Unis. Donc quand les taux d'intérêt de la banque directrice sont aux alentours de 4,40, les États-Unis, eux, remboursent aux alentours de 3,35. Hein, c'est la dette qu'ils mettent sur les marchés et ils rémunèrent en définitive les prêteurs aux alentours de 3,35. Il y a déjà un sacré fossé entre les deux. Les emprunts d'État T-bond ou T-note sont rémunérés pour les T-bonds aux alentours de 3,24. Hein. Vous savez qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, 25 ans rémunérés à 3,24% et les T-notes à 2,93%. Alors là, on est carrément dans du délire parce que ça rapporte rien face à une inflation complètement hallucinante et une fiscalité qui continue de grimper, bien évidemment. Et enfin, pour finir ce graphique, les tips. Alors, qu'est-ce que c'est que les tips? Les tips, en fait, c'est une épargne normalement destinée à protéger contre les mouvements de l'inflation. Vous êtes prêts? Elle rémunère à 0,80%. Donc, on voit l'évolution de la dette 2022. Moi, je dis que c'est parti à un moment du Covid. On le sait, le truc explose. On est monté sur des taux d'intérêt directeurs en 2024 à 5,33%, alors qu'on était, par exemple, en 2020 à 0,05%. Et les taux de rémunération étaient aussi élevés. Quand vous regardez, il n'y avait pas beaucoup de nuances. Ces taux, effectivement, de rémunération, surtout pour les tips, étaient largement aussi rémunérés. Donc, avant le Covid, 0,05 avec une croissance des PIB, c'est incroyable. Le Covid nous tombe sur la tête, il ne se passe plus rien. On accroît la dette de manière exponentielle et les taux d'intérêt, bien évidemment, essayent de juguler cette inflation et il n'y parvient pas et la rémunération n'est pas au bout du compte. Voilà, vous me direz dans le chat, s'il vous plaît, ce que vous pensez de ce graphique que je trouve assez incroyable. Tous les jours, un nouveau graphique. Transition là-haut et on va parler des actions française en particulier. Le temps pour moi simplement de regarder vos commentaires dans le chat. Si vous aimez, vous le dites. Si vous n'aimez pas, vous le dites pas. Nouveau concept d'émission. En tout cas, il y a du boulot au niveau broadcast parce qu'on ne voit pas le titre derrière. L'ajustement n'est pas bon en hauteur. Bref, on change, mais on a besoin de s'adapter. Côté CAC 40, comme côté du DAX, on essaye de tenir la barre. Ce qui est à noter ce matin, c'est qu'il n'y a que très peu d'alertes et de trades possibles sur le DAX comme sur le CAC. Donc c'est vrai qu'on est troublé par cette situation assez anodine parce que normalement on arrive quand même à faire certains résultats sur les indices, mais il ne faut pas oublier qu'il y a cette semaine le rollover. On quitte la lettre H pour aller sur la lettre M. Ça va durer une semaine. On a un rollover qui arrive très vite. Double bottom sur le CAC 40. On a sur le DAX contrat toujours un H. On changera, j'imagine, cette semaine. Pour l'instant, on est toujours sur le H. Je suis en échéance roulée, exactement. 23 031, on continue de vouloir monter en laissant des run gap ouverts. Donc sur le DAX, on continue de vouloir essayer de rouler. Néanmoins, si je vous le montre même via un autre outil, on est bien sur une récupération de verticale là-haut. Si vous voulez montrer mon graphique ici, on est sur une belle récupération de verticale. Regardez, puisque je suis ici contraint, hop, vous voyez. Alors, je vais essayer de vous le montrer autrement, puisque c'est mal ajusté côté broadcast. Voilà. Et on va récupérer effectivement ici ce carré. Allez, on y va sur les valeurs européennes. Le CAC 40 ce matin qui se porte plutôt pas mal. 70% des valeurs sont plutôt placées dans le vert. Les autres sont dans le rouge. On va voir la nuance, ce qu'on appelle le drawdown, ou le différentiel entre les deux. Là, celle qui descend le plus et celle qui monte le plus. Pour l'instant, on voit ici L'Oréal, Kering et Arcelor, le luxe qui a priori dévisse un petit peu, 1,05
1,12 et Arcelor 0,91. C'est vraiment côté Arcelor, on n'y comprend plus rien. Veolia 2,71 positif. La BNP 2,01 et Téléperformance 1,44. N'oubliez pas, on commence cash ou clash côté des actions européennes. On commence par L'Oréal. L'Oréal, je viens de vous le dire, qui ce matin accuse un petit peu le coup avec ce qu'on voit ici, un open gap bearish qui essaye d'être repris par ce mouvement. Néanmoins, regardez ici, c'est un Reversal Island, le carré à 354. J'irai pas mettre la main là-dedans. Pour l'instant, le risque est quand même assez important. On est sur un ratio 1 pour 1, pas d'intérêt. Côté Kering, ça perd 1,07% ce matin, 1,07%, envie de remonter ou pas? Regardez la beauté de cet open gap bearish. Encore une fois, l'envie de remonter, oui, elle peut être intéressante. Je vais vous expliquer très rapidement pourquoi, mais je pense que vous l'avez détecté, en tout cas ceux qui me connaissent bien savent que j'adore ce type de configuration. D'abord, on a effectivement dans le cadre de la quasi-certitude un énorme open gap bearish, donc l'envie de remonter au moins sur les 25%, ce qui correspondrait à 236 €. On est à 221, 15 balles, c'est quand même pas rien. Et puis surtout, on a des bottoms. Qui dit bottom dit ligne de coup. Qui dit ligne de coup dit asymétrique ou pas. Et là, cette asymétrie, elle est vendeuse. Donc, elle donne un peu comme un élastique qu'on tirerait l'envie de remonter. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, ici, la ligne de coup, elle est vendeuse. Si on passe R1 à 225, on monte tout de suite à R2 à 228. Et 228, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 236. Donc oui, cash sur clearing. Absolument, cash sur clearing, un intérêt très important. Et enfin, Arcelor. Alors quand je vous dis j'y comprends rien, Arcelor c'est quand même l'un des fournisseurs de matières premières d'armement. Oui, c'est pas une société d'armement, mais c'est quand même effectivement l'acier. L'acier, on en a besoin. On n'est pas là que pour enfiler des perles. Quand on fait un tank, on ne le fait pas avec du papier. On n'est pas les trois petits cochons. Alors, ce qui est intéressant sur cette valeur, c'est qu'on est effectivement sur un trendline plutôt côté acheteur, puisqu'on a des points de contact, je vais essayer de vous les montrer ici, on a des vrais points de contact ici, 1, 2 et 3, on les voit alors un peu cachés pour vous, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez les voir, voilà ici, on est plutôt sur 1, 2 et 3, on s'éloigne du plus bas précédent, l'envie c'est de faire effectivement ici une ligne de coup à 30 et d'aller chercher 32, oui mais attention, à quoi? À ça, c'est-à-dire qu'en l'occurrence vous avez ici un open gap bullish cette fois-ci avec un plus bas à 27,38, le départ du gap, qui pourrait aspirer tel un Dyson le cours vers ce 27 effectivement 40, 38, quelque chose comme ça. Luc, comment on peut considérer où est l'opportunité cash ou clash? On est entre 32 et 27, on a donc 5 divisé par 2, c'est ici 2,5, tu rajoutes 2,5 à 27, c'est 29,50, et tu es sur 29,50. Donc tu as le cul entre deux chaises, on est sur du 50-50, un peu comme évidemment Jean-Pierre Foucault, avec qui veut gagner des millions. Donc non, ni l'un ni l'autre côté Arcelor pour le moment. Veolia, est-ce qu'il faut croquer du Veolia? Veolia qui monte plus de 2% ce matin. Alors Veolia, vous avez un risque maximum. D'abord cette valeur qui est à mon avis plébiscitée dans le cadre de la réorganisation de la finance verte des produits plébiscités par les gros fonds. Veolia bénéficie de temps en temps de pump, donc ça monte. À savoir, Veolia me pose un énorme problème. D'abord, parce qu'on est sur un open gap bullish, mais un énorme. C'est-à-dire qu'on passe ici de 30,60 là à 31,10 ici. Et à côté de ça, vous en avez un autre qui cette fois-ci n'est pas un open, mais un run entre 31,20 et 31,30. Ce qui veut dire que Veolia, vous avez entre 7 et 9 chances sur 10 de revenir tout à l'heure vers 31. Donc c'est un clash côté Veolia. On continue avec la BNP qui monte à 2,01 ce matin. 2,01 pour la BNP, le bancaire en tout cas qui profite
de cette montée. Attention, cash ou clash sur la bancaire. On arrive surtout sur le plus haut précédent. Je vais vous le montrer. Regardez ici. On est sur un 77,50. Très important parce que si on le passe, on va vers 80. Ce qui veut dire que la zone tampon entre 77,50 et 80, on ne la touchera pas. Par contre, si on break le 80, là, ça devient intéressant. C'est quand même très utopique. De là à ce que ça se réalise, c'est pas dit. Attention, intéressant aussi, j'en tousse, le retour de la BNP dans son open gap bullish ce matin qui est parti de 75,50, c'est beaucoup plus, j'allais dire, profitable. Pourquoi? Et préférable en quasi-certitude parce qu'en fait, on a fait une verticale, on a fait ici effectivement l'open gap bullish, pardon. Donc, on redescendra vers 76 pour finir la journée vers 75,80, quelque chose comme ça. Donc, c'est un clash côté de la BNP, j'y crois pas. Enfin, pour finir, ici, Stellantis, le constructeur automobile, à 1,53%, correction mécanique, hein, on est tellement descendu sur ces valeurs que c'est vrai que maintenant on se pose la question. Néanmoins, le graphique est très intéressant. Très intéressant. D'abord parce qu'on a un double bottom. On a un plus bas ici, on en a un autre à cet endroit-là. Donc ici et ici, la ligne de coup pourrait être à 12,07 et remonter sur enfin cet autre gap à 13,60. Donc pour ce qui est effectivement de cette valeur sur Stellantis, un gros intérêt, moi je dis cash, et j'aimerais effectivement que cette valeur profite de ce Reversal Island pour remonter vers le plus haut à 13,60. Transition là-haut, on va se faire les américaines, côté du CAC 40. Attention, si vous n'avez pas acheté, c'est déjà peut-être trop tard, l'heure de midi qui sera propice à redescendre. Et attention, on pourrait effectivement revenir de l'autre côté. Veolia, clash, nous dit Raphaël. Ah, ça c'est bien. Il faut absolument que vous puissiez vous exprimer aussi. Marc qui nous dit, pourrais-tu réexpliquer l'intérêt de Trump de faire pression sur la Fed pour réduire les taux et finalement la Fed, qui est vraisemblablement un organisme indépendant, doit quand même rendre des comptes à quelqu'un, mais à qui il y a de toute évidence un jeu de pouvoir, d'influence, qui en sont les acteurs majeurs. On peut l'expliquer avant de faire les valeurs américaines de manière très symbolique et très simplifiée. Marc, les riches n'ont pas de cash, ils n'ont pas d'argent. Les riches empruntent. En gros, si tu veux véritablement avoir une position dominante dans la société, tu dois, phase 1, emprunter de façon à pouvoir avoir une stature qui soit très établie et enfin devenir peut-être le prêteur. Les plus riches du monde, ceux que tu ne connais pas, ni toi ni moi d'ailleurs, sont ceux qui prêtent. À qui? Au gouvernement. Je te laisse lire dans l'histoire qui a prêté au Royaume d'Angleterre pour effectivement gagner la guerre contre les Français, par exemple. D'autres guerres d'ailleurs, et aussi dans l'histoire, pourquoi d'ailleurs Israël a été à un moment donné à une certaine catégorie de la population. C'est intéressant, toute l'histoire comme ça, tu verras, il y a effectivement les usuriers, c'est depuis la nuit des temps, c'est pas mauvais ce que je suis en train de dire, qui ont intérêt à ce que les taux d'intérêt, bien évidemment, soient élevés pour gagner beaucoup d'argent. En face de ça, tu as les industriels, je te le fais très platonique, je ne te fais pas gouvernement. Je te le fais très platonique, les industriels ont besoin, eux, d'avoir des taux d'intérêt très faibles pour pouvoir effectivement donner aux consommateurs tout loisir de dépenser un max de pognon. Qui dit dépenser de l'argent, dit production, carnet de commandes rempli, plein emploi, argent qui circule et compagnie. Sauf qu'on arrive effectivement maintenant dans une situation où là, c'est plus du tout la même sauce. Quel que soit le taux d'intérêt, les gens ne dépensent plus puisqu'il y a eu une anomalie dans la répartition des masses financières. Certains ont pris absolument tout et d'autres n'ont plus rien, ou quasiment plus rien. Les fameux M, M1, M2, M3, M4. Ils n'ont tellement plus rien pour dépenser qu'ils ont fait un peu d'épargne, un peu. Ils tapent dans leur M4. Le M4, c'est l'épargne à long terme. Ils tapent dans le M4. Mais comme le M4 est difficilement démontable, le gouvernement a dit, comme vous ne dépensez plus et que vous ne consommez plus, puisque les gouvernements ont intérêt aussi
aussi à ce que les gens dépensent. Ben oui, pourquoi? La TVA, c'est important la TVA. La TVA, c'est un des revenus premiers pour l'ensemble des gouvernements. D'ailleurs, en France, il faudrait peut-être quand même que notre Cour des comptes s'intéresse à ces fuites de TVA. Il y a des fuites de TVA. On parle quand même de 100 000 milliards de dollars de TVA. Je ne sais pas où ils sont. Intéressant, en tout cas. Bon, je ne suis pas là non plus pour, j'allais dire, créer le buzz. Je suis là simplement pour dire qu'il y a des interrogations côté TVA. Mais la TVA ne rentre que si jamais les gens dépensent. S'ils ne dépensent pas, pas de TVA. Pour qu'ils dépensent, souviens-toi, il faut que les taux d'intérêt soient faibles. Donc, s'ils sont faibles, ces taux d'intérêt, ils encouragent la consommation. S'ils sont élevés, ça veut dire que quelque part, on va juguler l'inflation. Mais aujourd'hui, ça n'est plus le cas, puisqu'on est sur des taux d'intérêt extrêmement élevés. On parle de quasiment 5%. On est monté au-delà dans une histoire d'inflation. Je m'en étouffe, extrêmement élevée. Il fallait ça pour la baisser. Sauf qu'en définitive, vient se rajouter à cette histoire de consommation une histoire de fiscalité qui a très mal été ordonnée, sur lequel, effectivement, ils se sont plantés tous, absolument, tous. Ils se sont plantés sur cette fiscalité. Alors, pourquoi Trump a intérêt à ce que les taux d'intérêt soient faibles? Parce qu'avant tout, c'est quelqu'un qui a emprunté. Donc, c'est quelqu'un qui a énormément d'emprunts à rembourser, number one. Ensuite, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, le pays américain a énormément de dettes. Donc, véritablement, s'il y a beaucoup de dettes, eh ben, il va falloir prendre des crédits pour renflouer la dette et mettre, pourquoi pas, de l'obligataire d'État sur les marchés financiers de façon à, effectivement, récupérer des milliards. Et bien évidemment, les gens qui cherchent de la diversité tout en ayant de la sécurité attendent avec beaucoup d'impatience que les gouvernements émettent des obligataires, effectivement, sur les marchés financiers rémunérés, puisque l'obligataire est capé avec des taux d'intérêt fixes la plupart du temps, pour acheter cette dette, c'est évident. Donc, si les taux d'intérêt sont élevés côté des banques centrales, un, tu perds de la conso, et deux, surtout, tu vas t'obliger de rembourser plus cher. Quand tu as une dette de 100 000 euros, ça va, qu'on augmente de 0,1, 0,2, 0,3, ça va. Mais quand effectivement tu as une dette de 40 ou 50 000 milliards de dollars, le moindre petit jet d'augmentation de taux d'intérêt augmente ta dette de manière très importante. Tellement que la France est depuis maintenant, depuis 10 ans minimum, incapable de rembourser le nominal de cette dette. C'est-à-dire qu'en fait, on ne rembourse jamais ce qu'on devrait rembourser en termes de nominal, la vraie dette, on rembourse que les intérêts. Et aujourd'hui, on le sait, dans de nombreux pays, comme ces premières puissances que je viens de t'expliquer, dont je viens de parler, on n'a plus les moyens de rembourser quoi que ce soit, à tel point que la dette fait partie du numéro 1 des budgets des États. Donc en fait, avant même l'armement, l'éducation, ce que tu veux, on se retrouve dans une situation où on ne peut plus rien rembourser, ni le nominal, ni les taux d'intérêt. Et c'est pour ça que tant que la Fed tient à 4,45 ou à 5% les taux d'intérêt directeurs, on peut dire que les gouvernements ne s'en sortiront pas. Et quoi qu'il arrive, la politique de chacun fait qu'on ne peut pas s'en sortir, puisque pour s'en sortir, il faudrait de la productivité, de l'enrichissement, de la créativité et de la modernisation. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cet aspect-là. Les mentalités changent, puisqu'on voit que les gens maintenant commencent à comprendre qui est Elon Musk. Pourquoi l'avoir encensé autant de temps? Alors souvent ici, on me disait, Luc, il y en a marre, tu râles tout le temps après lui, mais il ne fallait pas être stupide. Tu montes quelqu'un en exergue, il te faut un larron, un bouffon, un mec que tu mets en avant, un mec qui fait croire aux autres qu'il est super intelligent, et en définitive, il ramasse un sacré pognon. Stan qui nous dit, il fait rouler sa dette, forcément. Rouler sa dette, ça veut dire qu'en fait, on reporte à nouveau en permanence. Rouler sa dette, ça veut dire aussi quelque part qu'il va falloir la faire racheter. Rouler sa dette, ça veut dire aussi qu'on ne la compte pas. Ah bah oui, on ne la compte pas. Les banques ont déjà des comptes spéciaux qui permettent d'évincer la dette. C'est-à-dire qu'en fait, pour ne pas affoler, un peu comme un iceberg, pour ne pas affoler les consommateurs ni les investisseurs, on cache ce qu'on doit. Ça, c'est la première chose.
à la plus haute présidence de la communauté européenne, il a été décidé que les gouvernements pouvaient s'endetter outre mesure sans avoir à ajouter cette dette, donc sans tenir compte des taux directeurs des banques centrales, la Fed, la BCE, ce que tu veux. On n'en a rien à foutre, c'est quoi qu'il en coûte. Je crois que cette mesure, ou même cette phrase, cette périphrase, c'est absurde, le quoi qu'il en coûte. Non, non, non. Parce que dans quoi qu'il en coûte, la morale, c'est qu'il y a quelqu'un à qui ça va coûter. Ça, c'est sûr, pas toi, mais les autres. Ça, et c'est ce qui est en train de se faire manger. Quoi qu'il en coûte. Donc là, on est sur le quoi qu'il en coûte, il faut s'armer. Il faut s'armer. Le problème, c'est que tu vas laisser au tapis des sociétés, même Starbucks, on va en parler tout à l'heure. Starbucks est en train véritablement d'accuser des pertes colossales partout, même aux États-Unis et en Chine. Starbucks perd de l'argent. Starbucks n'est plus rentable. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Pire, en Espagne, vous savez qu'il y a quelques semaines, ils expliquaient à tout le monde entier que l'Espagne était un spot extraordinaire pour venir vivre, pour investir. Non, copains, les vraies stats, elles ne sont pas là. Les vraies stats, elles sont qu'il y a eu beaucoup de startups qui sont venues entre 2021 et 2024 en Espagne, qu'aujourd'hui, pour vivre, ces mêmes startups elles ne génèrent pas de cash. Donc, elles demandent à leurs investisseurs de remettre au bassinet. Les investisseurs ne remettent pas au bassinet, elles tombent. Et les entreprises ferment. Il y a eu je ne sais plus combien de dizaines de milliers de boîtes qui ont fermé en 2024. Et c'est la même chose en 2025. Voilà pour ma petite explication de la Fed qui, normalement, a un rôle régulateur de l'inflation qui permet, bien évidemment, au commun des mortels, toi, Marc, moi, de vivre sans avoir l'impression de devoir vendre un rein pour acheter un sac de Babybel. Sauf qu'aujourd'hui, et je m'en arrêterai là, on est dans une médiatisation qui est The Big Lie, j'en ai parlé la semaine dernière, le mensonge à tout prix, quoi qu'il en coûte, on ment, il faut mentir aux gens. Eh ben non, quand tu te rends compte de la réalité, tu te dis que quelque part, on n'est pas du tout dans l'espèce de béatitude qu'on peut imaginer quand tu regardes YouTube ou d'autres. Ouais, je suis riche, milliardaire, j'ai été voir ma prof. Non, la richesse, c'est pas ça. On n'a aucune pérennité sur la situation qui est en train de se dérouler. Il suffisait simplement de regarder les actualités, et on est assez réduit en termes d'actualité, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes. Alors, les actualités ce week-end où les généraux de l'armée, parce que maintenant ils sont invités sur les plateaux de télé, expliquaient que les Russes allaient tester l'OTAN pour voir s'il y avait du répondant. Attendez-vous, est-ce qu'il y a effectivement de temps en temps des petits mouvements? Est-ce que ça vous va, Marc? Est-ce que j'ai su répondre à ta question ou est-ce que je dois en dire un peu plus? Rendez-vous action cash clash côté américain. Pour le moment, en tout cas, on a vu que c'était fragile. Zéro quasiment stratégie ce matin sur les produits indices européens. Est-ce qu'on va voir sur les US des trucs intéressants? On va regarder Cash Clash, toujours pareil, et puis Raphaël joue le jeu. Vous pouvez jouer aussi le jeu avec nous, bien évidemment. On commencera par regarder Tesla. Tesla, c'est une hécatombe. On lui trouvera sûrement, tu sais, une raison. On dira, il n'avait pas le temps, il était pressé, c'est un génie, il a la maladie d'Asperger. Tous les alibis possibles. Toi, dans ta gueule. Ah bah toi, dans ta gueule. Ils ont un jeu malsain en Espagne à garder comme ça la trésorerie. Le gouvernement ne rembourse plus l'IVA. Ils attendent que les entreprises se cassent la gueule. C'est pas normal. Ça n'est pas normal. Allez, on fait un tour côté Tesla. On regardera côté Apple. On va regarder aussi le côté Nvidia. Et on regardera aussi tout à l'heure, si vous le voulez bien, le cours de Starbucks. Je vous en ai parlé. Ouvrez les yeux, il va y avoir du mouvement. On va regarder bien sûr l'antre de la consommation, celui qui est le repère, l'espèce de sémaphore, de phare dans la nuit, celui qui nous dira si les gens consomment ou pas. Amazon, bien évidemment. Encore quelques secondes et on cache clash côté des techs américaines, si vous le voulez bien. Encore quelques secondes et on y va pour cacher ou clasher, en tout cas, bien évidemment, les valeurs américaines. Je regarde si j'ai du Starbucks côté Genius. Voilà, on y est. Allez, on y va, messieurs, dames, c'est parti. On commence par Tesla. Alors,
Tesla, les chaussettes de l'archiduchesse. Tesla, cash ou clash? Écran là-haut. Tesla ici, vous le savez, Tesla hyper acheté, suracheté, hyper en tout cas plébiscité, cash ou cash, et ben ça va vous étonner, c'est cash. Une tasse à vacances qui va permettre effectivement à Tesla de renaître de ses cendres, c'est ce qu'on peut voir au moment où je vous parle. Est-ce que ça va vraiment se passer ou pas? Pour l'instant en tout cas, open gap bearish, on voit bien qu'en pré-market, le cours a envie de tomber. Néanmoins, cette figure est plus puissante que n'importe laquelle. La ligne de coup, on la voit, est ici à 252 vers au moins 260 ou voire même 270. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché va commencer par descendre et on s'attend à un pump cet après-midi. Si le cours venait à dépasser 240, c'est 200 balles, récupération de la verticale. Ne soyez pas trop pressés. Si vous engagez avant 252, ça n'ira pas. Enfin, Apple de son côté, qui larve Apple. Effectivement ici, Genius la voit aller à 239, donc elle achète plutôt Apple. Apple, il n'y a pas de configuration graphique intéressante forcément, mais ici on a un gap, donc on pourrait imaginer que Apple puisse monter cet après-midi assez cash sur Apple, puisqu'il n'y a pas de signaux vendeurs. On va rester cash sur Apple. Ce n'est pas le meilleur cash du monde, mais pourquoi pas. Nvidia qui remonte aussi, mais qui pourrait être dans une zone fragile. Pourquoi? Parce qu'on a ici une verticale avec un gap. C'est clash sur Nvidia. Je n'y crois pas. C'est une valeur qui a un peu de trésor, mais avec ici la verticale, là encore, et le gap, pas assez de quasi-certitude. Starbucks, Genius l'achète, Starbucks qui s'est vautré. On pourrait l'acheter aussi. Pourquoi? Regardez bien, c'est très très petit, mais ça existe quand même. On a ici un open gap bearish qui n'a pas encore été cherché sa clôture. On a ici en pré-market le pump qui pourrait aussi aller sur Apple et Tesla, je l'ai dit tout à l'heure, le pump en tout cas qui pourrait nous faire monter, donc c'est cash, c'est comme Genius. Pour Starbucks, ça pourrait monter un peu. Je vous rappelle que Starbucks est tombé sous 100 balles la semaine dernière. Elle va tout faire pour rester au-dessus de 100, parce que si elle tombe sous 100 balles, encore une fois, c'est 80 et c'est 50 balles. Transition là-haut, cash ou clash, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi transition là-haut. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous êtes plutôt cash ou plutôt clash, n'hésitez pas à me dire. General Electric et General Motors, on y va. D'abord General Electric, General Motors, Bank of America et Wells Fargo. Je vous rappelle que la BNP, côté parisien, faisait les étincelles ce matin. Cash ou clash, à vous de me dire maintenant, Raphaël, pour Tesla, c'est cash, c'est parfait. On y va on commence par General Electric. Tiens, ça remonte, mais c'est dangereux. Alors, c'est dangereux en hyper court, mais ça peut être intéressant à moyen long. Pourquoi? En hyper court, vous avez une verticale. Donc, on sait forcément ici qu'on va redescendre. Il n'y a pas de pré-market intéressant. Il y a un gap ici à gauche qu'on peut essayer de reprendre. On peut descendre tout de suite et remonter après sur General Electric. Non pas General Motors, mais General Electric. On va plafonner autour de 200 balles, je vous le dis depuis des semaines, et ça ne loupe pas. Ni l'un ni l'autre, ni cash, ni clash. Elle ne descend pas assez pour acheter, elle ne monte pas assez pour pouvoir vendre. Donc pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. On va aller chercher General Motors après. Là, pour l'instant, je n'ai pas les graphiques. Bank of America, Genius vend le titre Bank of America. Un pré-market en brouillon, on voit l'open gap hyper bearish. Je suis assez d'accord. Bank of America, clash, petit clashounet, on va dire. On ne va pas être méchant, parce que ce n'est pas non plus affolant, mais petit clashounet.
Wells Fargo, aïe, 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 pareil, la même en couleur. Attention, et Genius avec son intelligence artificielle l'avant. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il n'y a pas de signe acheteur. Le seul qu'on ait, c'est celui-ci. Il faudra attendre 72,80 pour monter à 74,50. On a aussi une épaule, tête-épaule ici inversée. On descend d'abord, on monte ensuite. Ni cash, ni cash, ni clash, ni cash. Wells Fargo, wait and see. Hein, c'est plutôt la troisième option. C'est plutôt wait and see. Enfin, General Motors. On va essayer d'aller la chercher ici. Si je ne l'ai pas, j'irai la chercher ailleurs. Voilà. General Motors, mais en 4 heures, ce qui n'est pas génial. Je vais essayer de regarder General Motors côté Alpaca. Ici, côté Alpaca, je l'ai. General Motors, côté ici, je l'ai aussi. General Motors, bon, c'est pas génial. Hein, je dois dire que c'est quand même pas... c'est pas la tasse de thé, quoi. T'es pas sur un tea time, là. Hein. On va attendre, là, voilà. Bon, il n'y a pas trop de danger. Même s'il y a une petite descente, c'est pas grave. General Motors peut effectivement monter au-delà de 50, exactement 50-50. Alors, cash ou clash, c'est cash pour General Motors cet après-midi. Transition avant de finir là-haut. Cet après-midi à l'Open, et rappelez-vous, on est toujours en heure d'été côté américain, heure d'hiver côté européen, donc 14h15 l'émission Good Morning Mr. Do, 13h30 l'ouverture des indices futurs américains, 14h30 pour les indices effectivement plutôt traditionnels des stocks, hein, simplement. 14h15 avec Raphaël, on s'attend à avoir un Nasdaq qui ne serait pas forcément violemment vendeur. Non, 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 non. On est plutôt sur des valeurs qui pourraient pousser un peu. Pourquoi? Parce qu'elles sont vraiment descendues la semaine dernière, à l'image de Starbucks passé sous 100 $. Souvenez-vous, on est cash sur Starbucks. C'est peut-être d'ailleurs la meilleure des actions que j'ai vues de toutes celles qu'on a analysées. Pour ce qui est du dos, c'est un peu plus dramatique, un peu plus chiant, c'est lourd, ça a du mal à monter. À vérifier en pré-market à partir de 13h30 avec Raphaël. En tout cas, vérifiez bien qu'il y ait une poussée acheteuse. On va pumper, on ne va pas consolider. Je répète, on va pumper. Merci à tous. Rendez-vous demain pour ce nouveau format d'émission. Rendez-vous action, cash ou clash. Take care, choose, surtout enjoy. Ciao, bye bye.